Rétro Montréal, à la base, c'est deux amis à moi qui avaient déjà commencé à faire de la vente de jeux par eux-mêmes, là, avec leurs moyens. Puis quand je me suis joint à mes collègues, Jonathan et Fred, on faisait les conventions, on se promenait, on faisait sur Internet, et puis c'était tout un système qu'on avait. On chassait les jeux, on les trouvait, puis on était tout le temps à l'affût de ça. Tout le matériel allait chez Jonathan, en fait. Les jeux allaient chez Fred, où est-ce qu'il les mettait en ligne sur notre site web et sur eBay. Et ensuite, moi, j'allais chercher tout ça et j'amenais ça dans mon sous-sol, où est-ce que je m'occupais du shipping, dans le fond. On avait chacun notre rôle et puis on roulait comme ça. Et puis, quand on a eu le volume de vente en ligne assez grand, on commençait à se dire que ça serait peut-être possible de réaliser notre rêve d'avoir une boutique de jeux vidéo physique à Montréal, alors que tout fermait, alors qu'il n'y avait plus de... Il n'y avait plus ça, tu sais. Mais moi, cette demande-là d'une boutique spécialisée à Montréal, j'y croyais beaucoup. Et puis, on s'est lancé, puis la réponse a été immédiate et très grande. Et puis, moi et Jonathan, on a quitté nos emplois, on a engagé des employés, puis à partir de là, ça a juste monté. There's one near you. On a tous vécu l'époque des clubs vidéo, puis on adorait ça. Et puis, on a voulu offrir une expérience qui ressemble un peu à ça. On a une machine à gomme où est-ce qu'on pogne une gomme blanche, on a un jeu gratuit, on a une arcade ici, des jeux. Donc, on veut qu'il y ait des stimuli. On veut que ça soit aussi une expérience familiale. Un père ou une mère de famille qui cherche un jeu de PlayStation 4 peut amener son enfant, puis il va triper à voir tout ce qu'il y a ici. Dans notre branding aussi, on a développé des mascottes. Lunar et Glitch, donc qu'on utilise pour nos communications, qui sont un peu partout en magasin aussi. Donc, on voulait vraiment que le branding soit à la hauteur d'un Toys R Us. Donc, on veut utiliser nos mascottes pour que ça soit sympathique, les gens aient une expérience ici. Et puis, il y en a vraiment de toutes les générations, donc c'est quasiment rendu un musée aussi, rendu là. Alors, quiconque ne connaît pas les vieilles choses, bien, il va voir des vieilles choses. Oh, c'est intéressant. Il y a une très grande communauté d'amateurs de jeux vidéo rétro à Montréal, mais c'est pas quelque chose qui est unique à Montréal, c'est dans le monde entier. Et puis, ça vit, ça grandit depuis plusieurs années maintenant, au-dessus d'une dizaine d'années, je dirais. Ce qui était à l'époque juste un petit truc de passionné devenu grand public, je dirais. La nostalgie, ça va chercher tout le monde, ça vend. C'est ce que les gens recherchent. On veut tous rejouer aux jeux auxquels on jouait quand on était petit. Donc, avec ça, bien, vient le désir d'avoir ces objets-là, que ce soit un bon jeu ou un mauvais jeu. C'est juste de le revoir et puis de le revivre. C'est vraiment un effet agréable. Ce qui fait le prix des jeux, c'est toujours l'offre et la demande. Et puis, le tirage aussi, il peut y avoir de très mauvais jeux que personne aime, mais qu'il y a eu un tirage très petit, en fait. Et puis, le jeu est convoité par les collectionneurs pour l'avoir dans leur collection. Sinon, c'est sûr que tout ce qui est Pokémon, Mario, Zelda, les grosses franchises et tout, la valeur de ça ne baisse jamais, même augmente avec le temps, parce que ça demeure extrêmement populaire, en fait. Mais comme tout, c'est vraiment l'offre et la demande. Moi, j'ai commencé à jouer sur l'Atari 2600 de ma grand-mère, et puis j'ai connu Coleco, Intellivision. Now you can bring the arcade experience home. Introducing ColecoVision, the most advanced video game system you can buy. Tout ça, c'était un peu avant la première Nintendo. Donc, mais cette époque-là est un peu moins populaire. Même si les choses sont très vieilles, il y a moins un engouement pour ça. C'est vraiment Nintendo qui a changé la donne complètement. Et puis, les gens sont beaucoup plus intéressés aux produits Nintendo. Ça va par génération, vraiment, mais c'est tout le temps Nintendo qui va mener le marché là-dedans. What's it like
to play the Nintendo Entertainment System. Ma console préférée à collectionner, c'est la NES, donc Nintendo, la première génération. Puis j'aime faire ce qu'on appelle des full sets, donc avoir la librairie complète pour telle console. J'ai un full set de Nintendo, j'ai un full set de Game Boy, donc première génération, tous les jeux de Game Boy. On parle autour de 700 jeux par librairie. Puis là, je termine Super Nintendo. Les jeux deviennent rétro à partir comment dire, c'est des générations. Avec une nouvelle génération qui arrive, il y a une génération qui devient rétro, en gros. Chacun a sa vision, sa façon de le voir. Bien sûr, tout ce qui est cartouche, cassette, comme on dit, ça, c'est vieux, c'est rétro, il n'y a pas de problème. Mais où est-ce qu'on se questionne parfois, c'est la Wii ou la GameCube, mettons, qui est sortie en 2001. Moi, je considère ça rétro. Est-ce que la Wii, qui est la prochaine génération Nintendo, est maintenant rétro? Peut-être pas encore, mais elle le deviendra avec les années. Les personnes autour de 18 ans sont peut-être pas nécessairement amateurs de jeux rétro parce qu'ils sont jeunes. Mais il y a quand même des personnes de 18-20 ans qui ont peut-être pas un bagage de jeux rétro, de gaming, tu sais, de générations passées, qui s'intéressent quand même aux vieilles choses. Leur rétro à eux sera la PlayStation 4 ou la Switch. Lorsqu'ils auront 25 ans, 30 ans, ils vont avoir les moyens de racheter les jeux nostalgiques pour eux, qui seront les jeux d'aujourd'hui parce qu'ils sont jeunes. Donc, le rétro peut couvrir très large.